je tiens à féliciter Dr Setré. Je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs pour ce forum, pour la réussite de ce forum, pour l'excellence des communications de niveau, d'actualité, et particulièrement Dr Setré que je félicite pour son excellente intervention. Bon, je voudrais juste intervenir, bien sûr, sur un point. Je ne partage pas personnellement, je ne sais pas, vous pouvez peut-être m'éclairer, sur le problème de perte de DV, perte de dimension verticale. Vous avez parlé de l'abrasion qui n'est pas considérée comme un facteur de la perte de dimension verticale. Par contre, la perte des dents postérieures est un facteur de perte de dimension verticale. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu ce phénomène. Pour nous, si la dent diminue, on a un affaissement. Donc là, je voudrais juste que vous nous l'expliquiez. Oui, oui. Merci. J'ai bien compris. C'est vrai que c'est un peu ambigu quand nous parlons d'usure et qu'il n'y a pas systématiquement. Donc je dis bien perte ou usure ou état d'abrasion, il n'y a pas systématiquement perte de dimension verticale. Il peut y avoir une perte de dimension verticale comme il ne peut pas y avoir. Donc ça s'était prouvé par des études. J'ai cité tout à l'heure un exemple. Vous prenez un bruxeur, donc un patient qui abrase de ses dents. Vous lui demandez de serrer sur les dents et de fermer la bouche pour voir le stomio, et vous n'allez pas retrouver un faciès d'un vieux. Il n'y a pas un effondrement de l'étage inférieur de la face, et ce qui constitue donc la difficulté des bruxeurs. C'est généralement ces cas, donc on les trouve chez ces bruxeurs-là. Mais sinon, vous n'avez pas des dents postérieures, signifie automatiquement, il n'y a pas de négociation. Donc j'ai pas de dents postérieures, il y a une perte de dimension verticale. Mais excusez-moi, là, il y a l'esthétique, mais il y a une autre façon de... Il y a la compensation. La mesure. On il y a ne peut la pas dire compensation. qu'il n'y a pas de perte de dimension verticale. Il faut la mesurer aussi. Oui, mais la dimension verticale, il faut qu'elle s'intègre harmonieusement dans le visage du patient. C'est à la hauteur de l'étage inférieur. Parce que nous avons ce qu'on appelle l'éruption passive des dents. Il y aura une compensation. C'est pour ça que chez ces patients-là, et ça a été prouvé dans la littérature, que la perte d'abrasion, l'abrasion des dents, la perte ici des dents, ne s'accompagne pas tout le temps avec une perte de dimension verticale. Enfin, c'est vrai que c'est un peu ambigu. Moi aussi, il n'y a pas de consensus sur ça. C'était ça. Mais en poussant les recherches, c'est ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que l'usure dentaire ne signifie pas systématiquement perte de dimension verticale. Parce que pour eux, la dimension verticale, c'est la hauteur de l'étage inférieur de la face. Comment vous expliquez les problèmes articulaires chez les bruxeurs? Oui, il y a toujours... c'est dû à la perte. Les bruxeurs, c'est la perte de dimension verticale. C'est une conséquence. Oui, c'est une surcharge musculaire. Hein. Le fait que le patient il beaucoup bruxe, plus. Il y a une surcharge au niveau des muscles. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que moi aussi, c'était ambigu pour moi. Et pour lever cette ambiguïté, c'était les études de la littérature. Donc, je ne peux pas prouver. Peut-être il faudra pousser une étude, une thèse concernant ça pour avoir notre recul. J'ai fait une thèse aussi sur ça. Et là, c'est vrai que chez le bruxeur, il y a une perte de dimension verticale. Selon mes études. Oui. Donc là, c'est toujours, bon, il n'y a pas de consensus, mais toujours est-il que ça reste à démontrer, à prouver. Oui, je vous remercie quand même. C'était excellent. Ce que j'ai aimé, docteur et mes chers confrères, c'est le point où tous les conférenciers étaient d'accord, c'est la formation continue. Je suis présidente de la commission de déontologie, donc je lutte et je suis en train de lutter encore pour la formation continue, pour qu'elle soit obligatoire, parce que là, selon le code de déontologie, elle est obligatoire. On a l'obligation de se former. Et là, je vous remercie d'avoir mis le point sur cela, vous et tous les conférenciers, parce que c'est la seule façon
d'avancer dans notre profession et d'améliorer notre pratique quotidienne. Je vous remercie encore une fois. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, je vous remercie pour votre intervention qui était brillante. Je voulais rejoindre l'idée de ma consoeur par rapport à la dimension verticale. Moi, j'ai eu une fâcheuse expérience avec mon père, Allah yarhamou, qui était bruxomane, qui avait un faciès très développé, dont la musculature était surdéveloppée. D'ailleurs, pareil, c'est gros. Et à chaque fois, à mes débuts, je changeais ses prothèses, elles se cassaient, je mettais de la céramique, il la sautait. Je lui demandais d'utiliser des gouttières nocturnes. Parfois, il la mettait, parfois, il la mettait pas. Mais il m'a fait une très belle pub dans la maison. Toute la famille leur disait, elle est mauvaise, travaille très très mal, n'allez plus chez elle. Et à chaque fois que je rencontrais un cas pareil de bruxisme, je bloquais. J'avais tout le temps l'idée de mon père. Ouais. Je vais encore rater. Alors, dans le cas où le bruxomane étant d'un âge certain, on ne va pas dire d'un certain âge, parfois il y a des pertes musculaires, un petit affaissement, pas très perceptible. Hein. On va dire, ils ont 60 ans, ils se présentent, parce qu'ils ont complètement les dents détruites. Parce que quand on parle d'abrasion et d'usure et de destruction de tissu dentaire, c'est trois sens complètement différents. On peut, chez les anorexiques, j'ai eu une patiente très anorexique qui était hospitalisée en psychiatrie. J'avais regardé ses dents et il y avait de l'usure parce qu'elle se faisait vomir à chaque prise de déjeuner ou de dîner et il y avait les acides qui remontaient, qui esquintaient complètement ses faces occlusales. C'était des érosions, des abrasions, mais on ne parle pas de destruction dentaire à proprement dit, comme c'est le cas chez le bruxomane. Ma question, pour rejoindre ce qu'elle a dit, ma consoeur, comment faire, elle est simple, hein, pour prendre en charge un bruxomane? Et Dieu le seul sait, avec le stress en Algérie, surtout en ce moment, j'en rencontre plein. Oui. Ils viennent, femmes ou hommes, destruction, la dent, elle est là, fait 2 mm. Il n'y a pas réellement une perte et affaissement de l'étage, comme vous nous le citez. Conduite à tenir, s'il vous plaît, docteur. Alors, faut-il relever cette DV? Oui, non. Qu'est-ce que vous préconisez? Et voilà. Oui, oui. Voilà, je vous remercie. Vous cherchez, disons, une recette, on va dire, une conduite à tenir concernant les bruxeurs. Donc, alors, les bruxeurs, c'est très délicat et très difficile à gérer. Et ce qui constitue la difficulté du traitement du bruxeur, c'est quand vous avez ce challenge et qu'il n'y a pas un effondrement important de dimension verticale, il n'y a pas un édentement pour surélever votre dimension verticale. Le patient se présente avec pratiquement la totalité de ses dents complètement usées. Comme vous dites, donc il reste 3 mm, voire parfois moins. Donc là, la conduite à tenir, comment je procède si je serais face à un cas pareil? Je vais faire une surélévation, une simulation en clinique. Donc je prends ma cire, je sais que la feuille de cire est calibrée 3 mm maximum. Donc je prends ma feuille de cire, je coupe des cadrans. Qu'à l'époque, ils utilisaient la cire Moïco qui n'est plus disponible. Donc je découpe des cadrans de cire, je sais que c'est 3 mm, ou bien vous prenez comme pas épaisseur et mesurez la feuille de cire. Donc je sais qu'il va y avoir une surélévation de 3 mm. Je demande au patient de fermer. Et là, je parle dans le cas où le patient présente toutes ses dents. C'est l'extrême complexité. Donc je demande au patient de fermer et je vais donc évaluer son faciès esthétiquement. Maintenant, s'il arrive à joindre ses lèvres, j'ai une dimension verticale ou une hauteur de l'étage inférieur qui est correcte. Donc ça, c'est une surélévation de 3 mm. Donc sinon, dans le cas contraire, si je perds le stomion, je suis obligée de faire descendre la dimension verticale.
Et ça, les patients, donc pour ces patients, après il va y avoir une reconstitution, parce que même par rapport aux moignants, donc c'est très court. Donc en postérieur, vous êtes obligé de passer par des tabletops, vous n'allez pas placer d'emblée des couronnes, il faut respecter le gradient thérapeutique, j'ai dit tout à l'heure. Donc les tabletops, c'est comme des facettes, mais en postérieur. Il y a 3 types de tabletops. Soit vous couvrez que la face vestibulaire, donc de la molaire, ou bien avec un retour au niveau de la face occlusale, ou bien vous couvrez complètement la face occlusale. C'est une facette de la dent postérieure, tabletop. Donc ça, c'est une alternative dans le cas où j'ai la totalité des dents et je dois préserver. Donc je ne peux pas faire d'emblée des couronnes. Dans le cas où vous avez un édentement, c'est simple. Donc il y a l'édentement, c'est les prothèses amovibles qui vont assurer cette surélévation de la DV et vous compensez la béance en antérieur avec les restaurations esthétiques, les facettes avec retour et tout. Mais c'est vrai que ces cas-là sont très très complexes et on est entre l'esthétique et la fonction et c'est un compromis entre les deux. Donc c'est ça la conduite à tenir. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, c'est ça la conduite à tenir. On passe, si vous voulez. Si vous permettez, on passe aux questions et débats. La deuxième communication de Dr Zahabi, qui est en rapport avec l'impact de la résorption osseuse sur notre pratique quotidienne. Donc là, si vous avez des questions en rapport à cette communication, je vous remercie de me faire signe. La résorption. Madame Baudelaire. Tu vas le torturer, j'espère. Merci beaucoup, Dr Sahbi, pour cette excellente présentation. Je vous ai dit, on a de la bonne relève, Allah Ibarak. Alors, Dr Sahbi, je voudrais juste, s'il vous plaît, vous avez bien parlé du remodelage osseux, vous avez bien parlé de la résorption osseuse. Je voudrais que vous nous parliez surtout d'un problème qui me tient beaucoup à cœur, c'est la prothèse flexible. Les dégâts, et voir là, je crois qu'on est en face des omnipraticiens, des confrères que peut-être ne savent pas les problèmes des prothèses flexibles. Et nous, prosthodontistes, on le déconseille et on ne cesse de le faire. J'aurais aimé avoir des communications beaucoup plus pratiques qui va diriger un petit peu le praticien dans son cabinet vers une thérapeutique beaucoup plus bénéfique pour le patient que causer des problèmes d'ordre irréversible surtout. Je vous remercie. Très bien. Alors, moi je ne fais pas de prothèse, c'est pas grave. Moi je ne fais pas de prothèse flexible. Ça fait quelques... Il faut pas la faire. Mais moi, je ne la fais pas. Je parle de ma personne. La prothèse flexible avait le jour aux États-Unis. C'est comme... comment on appelle ça? Les bridges collés. D'accord? C'était à la mode, etc., parce que c'était une prothèse confortable, etc. Elle n'était pas encombrante. Mais des années après, ils ont revu ces malades, ils ont vu qu'il y avait des dégâts extraordinaires sur l'os. Voilà. Ces dernières années, qu'est-ce que j'ai fait? Tout patient qui avait ce type de prothèse, donc je les ai cherchés et j'ai demandé à les voir. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? Bien sûr, en faisant des combimes. D'accord? À la première consultation et 3 mois, 6 mois après. Donc, croyez-moi, c'est effrayant ce que j'ai trouvé. Pourquoi? Tout simplement parce que ce type de prothèse, une fois en bouche, elle bouge dans tous les sens. D'accord? Non seulement on avait de la résorption en hauteur, mais on avait aussi de la résorption
en largeur. Voilà. Maintenant, je reviens à l'evidence-based medicine. J'ai essayé de chercher, etc. Moi, je n'ai trouvé aucun article qui ait encouragé cette pratique. D'accord? Je ne sais pas comment elle a vu le jour en Algérie. Je sais que certains ou beaucoup de praticiens l'indiquent aux patients. Avant, c'est les patients qui l'ont demandé. Et maintenant, croyez-moi, c'est les patients qui n'en veulent plus, qui viennent et qui me disent, vous savez, docteur, avant on était bien, maintenant on a beaucoup de soucis. Voilà. Maintenant, c'est eux qui rejettent ce type de prothèse. Il y a une alternative, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la prothèse squelettée. Le problème, c'est qu'il y a un enjeu économique. Il y a des gens peut-être qui ne peuvent pas se payer une prothèse squelettée. Après, j'ai demandé. Alors, on m'a dit que c'est à peu près, elle coûte, c'est le même prix, d'accord? Mais le problème n'est pas là. Moi, je suis contre, tout simplement, parce que j'ai des cas, si vous voulez un jour, je peux vous les exposer. Cette prothèse, elle fait des dégâts. Voilà. Voilà, il faut la bannir. Il faut la bannir. Voilà. Merci. Je voulais dire un mot sur ce problème de prothèse flexible, parce que je me présente, je suis membre du conseil de la section ordinale de la région d'Oran et je suis président de la commission éthique et déontologie nationale avec le groupe de Rida Shabab. Je voulais juste, parce qu'on est en formation là, je voulais insister sur cette notion parce que je trouve que les jeunes diplômés, il ne faut pas essayer tout. Il ne faut pas suivre la mode, il faut suivre la science. Ça veut dire si on n'a pas de recul scientifique, pas de flexible, pas de bridge collé, si on n'a pas d'article scientifique sur ça, même j'évoquerai un petit problème concernant le laser après, avec monsieur voilà. S'il vous plaît, on vous enseigne quelque chose, on n'a pas fait la prothèse flexible en prothèse, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé dans les cours de M. Bouzian, le M. Akassem, la Mme Gendeloula, les cours de flexible, ni les cours de bridge collé, ni quelques trucs qu'on nous sait, mais s'il vous plaît, si vous voulez pratiquer quelque chose, il faut aller vers la théorie, parce que comme le dit Emmanuel Kant, donc la théorie sans pratique c'est un leurre et la pratique sans théorie c'est une stupidité, donc c'est ça. On ne peut pas pratiquer quelque chose qui n'est pas écrit sur les bouquins, qui n'est pas écrit sur les articles. D'accord? Si vous vous aventurez à faire ce genre, vous aurez un risque élevé dans le sens éthique, moral et complications chez le malade. Salam alaikum. Je remercie Dr Sahbi pour son excellente présentation qui était très généreuse. Et je voulais, docteur, que vous me précisez, est-ce que la prothèse provisoire immédiate qui va aider à préserver l'os alvéolaire, est-ce qu'elle va de ce fait-là, on va indiquer une prothèse finale dans moins de temps ou dans plus de temps par rapport à ce qu'on le faisait sans utiliser la prothèse provisoire? Voilà. Vous savez, l'indication de la prothèse provisoire immédiate, elle a un rôle très important, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Elle a un rôle, c'est de diminuer la résorption osseuse. Voilà. Le problème qui se pose, il y a des gens qui ne peuvent pas la faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas le matériau. D'accord? Et là, ça cause un problème. Donc, vous allez dire à votre patient, allez revenir dans 3 mois, dans 6 mois. D'accord? Moi, par exemple, dans notre service, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre d'un travail de thèse? On a suivi 116 patients. Parmi ces patients, il y avait des indications d'extraction multiples. Eh bien, on a pris des empreintes, on a réalisé des prothèses immédiates. Qu'est-ce qu'on a constaté? Personnellement,
Et bien sûr, on se référence sur la littérature internationale. D'accord? À partir du 6e mois, parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a pris deux types de patients à qui on a réalisé ce type de prothèse. Donc, on a pris deux types de patients. Un échantillon à qui on a placé c'est-à-dire on a attendu 3 mois avant de faire une prothèse définitive. Et d'autres, on a attendu 6 mois avant de faire ce type de prothèse. On a eu de très très bons résultats avec les gens à qui on a attendu, c'est-à-dire après une attente de 6 mois. Voilà. C'est ma condition pour faire une prothèse définitive. Mais ce que je voulais savoir, est-ce qu'en utilisant une provisoire immédiate, ça va me faire gagner du temps, c'est-à-dire après 3 mois, je peux faire la prothèse définitive, ou là, je suis obligée de garder la prothèse provisoire les 6 mois? Vous savez, vous allez garder surtout de l'os. Vous allez conserver de l'os pour la future prothèse définitive. Vous savez, il y a des auteurs qui n'attendent pas 6 mois. Ils la font après 3 mois. Il y a d'autres il y a d'autres qui ont préconisé d'attendre 1 année. Donc vous voyez, c'est ça la beauté de notre science. Ce qui est aujourd'hui vrai peut ne pas l'être demain. Donc on est 3 spécialistes en prothèse. Donc elle, d'après les études qu'elle a faites, etc., elle va attendre 3 mois. Docteur Setri, elle va vous dire non, 3 mois, ce n'est pas suffisant. Donc elle va attendre 6 mois. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que la résorption osseuse, elle est maximale à 3 mois ou à 6 mois. À partir d'1 année, on sait tous qu'elle va se stabiliser. Moi, je vais jouer la jurisprudence. Si j'ai un patient qui n'est pas pressé, je vais attendre 1 année. À chaque fois, je vais rebaser, etc., jusqu'à lui faire... Merci. Merci. Si vous permettez, on doit passer à la 3e, parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est le Jumu'ah, et on va déjeuner. Donc, on passe. S'il n'y a pas une question concernant la... Non, obligé de passer à l'autre communication à défaut on de est temps. obligé. Donc, laser, maintenant. Merci beaucoup. C'est extraction implantation immédiate avec Dr. Aït Moufar. Oui. Et comme le dit le proverbe, donc j'aimerais bien commencer. Donc, à part une question. Concernant les canaux de Volkmann, après chirurgie, vous avez dit qu'il y a une rupture de vaisseau. Ce qui fait que, ma question, est-ce que la fermeture de ces canaux est-il inéluctable? À partir du moment où on met un implant au contact de la corticale, les canaux sont obturés. À partir du moment où on fait on dépérioste, c'est-à-dire qu'on va faire un lambeau, c'est que l'irrigation va être stoppée. C'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'il faut éviter de dépérioster pour ne pas perdre beaucoup d'os. Il faut éviter de mettre l'implant trop en contact de la corticale pour éviter le manque d'irrigation et donc la résorption. C'est connu, une corticale qui est trop contrainte par l'implant va perdre si vous voulez, va se résorber. Voilà. Vous avez des questions? Donc, nous les implantologues. Salam alaikum. Merci, docteur. Bon, j'ai une question et je voudrais demander votre avis sur un point. Pour la question pour les dents postérieures, après l'extraction, pour le forage, quel site choisir? Le septum interradiculaire ou bien une racine par rapport à... Donc le septum... Alors, on a dit que la clé, c'était le positionnement 3D dans les 3 sens de l'espace. Donc l'implant doit être centré. Je vous avais montré, je crois, une radio où l'implant n'était pas centré.
il y avait un problème de profil d'émergence et aussi un profil, comment dire, un porte-à-faux. C'est-à-dire que la couronne subissait des charges latérales. Donc le profil d'émergence, pour l'obtenir, l'implant doit être centré au niveau de l'édentation. Donc on peut le raser. Au niveau molaire du bas, tout dépend de l'étude préimplantaire TAC. Si au niveau du scanner, tu as un support osseux au milieu, c'est-à-dire un septum interradiculaire large, c'est compatible. L'étude préimplantaire, on va dire oui, je peux placer l'implant. D'ailleurs, vous avez vu, on le place, on simule la planification. Et on vérifie est-ce que c'est faisable, la faisabilité. Si c'est le cas, au niveau de la planification, eh bien, on va y aller. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas s'engager dans une extraction, implantation immédiate. On va dire, je ne peux pas le stabiliser, je n'ai pas de support osseux après l'extraction. Et donc, je vais passer à un type, si vous voulez, différent. Une extraction, un comblement et une pose d'implant différée. Et donc, vaut mieux raser un petit Il peu, vaut mieux, mais chez raser, parce qu'il faut préserver le maximum d'os, il vaut mieux combler. C'est-à-dire que si vous êtes d'accord avec votre patient, que vous êtes parti sur une réhabilitation implantaire, vous pouvez faire ce qu'on appelle une extraction implanto-consciente, c'est-à-dire une extraction atraumatique, pour ne pas abîmer l'os, pour parler simplement. Et si vous voulez le préserver pour l'utiliser dans 2 mois, vous allez combler, comme j'avais montré le cas, on va combler les alvéoles, et au bout de 2 mois, 2 mois et demi, on aura un support osseux suffisant pour placer l'implant là où la prothèse en a besoin. Et ne pas utiliser la racine mésiale ou la racine distale. Je l'ai dit, on ne place jamais l'implant, enfin jamais, en général, on ne place pas l'implant au niveau de l'alvéole qui est déshabité, et en particulier au niveau du secteur esthétique. Donc c'est jamais au niveau de l'alvéole. Vous avez vu l'image, c'est toujours un petit peu en palatin. Et voilà. Docteur, pour votre avis concernant sur le secteur antérieur, généralement, on a la table vestibulaire qui est très fine. Très fine. J'ai vu une technique où il coupe verticalement la racine et on conserve... Ça, c'est la socket shield. C'est la technique socket shield qui est très, on va dire, très praticien dépendant. C'est une technique très praticien dépendante. Elle est très difficile à faire. Vous imaginez, vous êtes tous des praticiens, imaginez-vous couper la dent dans le sens vertical et laisser l'équivalent d'un ongle, enfin comme si on voulait garder juste une lamelle vestibulaire. En coupant, souvent les vibrations arrachent tout ça. Et donc ça existe, c'est vrai, ça préserve un petit peu, c'est une des techniques de préservation de la crête. C'est la socket. Ça existe, mais très peu utilisée. Très peu utilisée. Difficile, mais elle est bonne. Elle est bonne, mais elle est très difficile. Merci, docteur. Merci. Donc, oui, vas-y. Allez-y. Merci, docteur Edmoufok, pour votre intervention. Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. On peut réimplanter une dent, éviter d'extraire une dent qui présente une réaction aiguë, réaction périphérique aiguë. Dans le cas contraire, elle présente une réaction mais chronique. On peut extraire, cureter, assainir le site. C'est exactement ce que j'ai montré, le cas. Oui, on doit combler tout le temps oui, parce qu'il y a de l'os qui vient avec. De préférence, surtout avec le cas que je vous ai montré, il y avait une perte dans le sens, on va dire, un peu vertical et dans le sens horizontal. Donc si vous partez sur un implant, si vous prévoyez de faire un implant, il faut préparer le terrain, c'est qu'on anticipe. On va combler. On comble après un assainissement systématiquement. Oui. Vous avez à un moment donné, vous avez vu une fraise. Ce qu'elle vient faire la fraise, pièce à main. C'est pour nettoyer, gratter un petit peu cette cavité osseuse. Merci. Une dernière question, si Monsieur le Président le permet, bien sûr. Une toute dernière question. Donc, face à, surtout beaucoup plus concernant le secteur antérieur, là, on a une corticale trop fine, dans la plupart des cas. Préconisez-vous juste avoir recours à des biomatériaux pour combler donc cette épaisseur, ou bien on différait une greffe de conjonctive éventuellement pour avoir une meilleure pérennité de l'implant à long terme? C'est ce qui est recommandé par les différents. Il n'y a pas de consensus, comme je l'ai dit en conclusion, par rapport à ce protocole, mais pour avoir un maximum de chances et un maximum de cas réussis, il faut mettre
tous les atouts de notre côté. Les atouts, c'est quoi? C'est une épaisseur de crête, c'est un positionnement 3D donc correct, c'est-à-dire en palatin et un enfoncement correct, et c'est un biotype épais. À défaut, tu vas mettre du conjonctif. Donc si on veut, il y a des praticiens qui préconisent ça en fait. C'est-à-dire que systématiquement, extraction plantation immédiate égale ROG RTG. Il y a des praticiens qui recommandent systématiquement ça. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est une technique qui doit être pratiquée par quelqu'un qui a quand même un peu de recul, qui s'exerce un petit peu dans les sites où il y a beaucoup d'os, puis après, tout doucement, on passe à des techniques délicates comme celle-ci, surtout dans le secteur antérieur, où on n'a pas le droit, si vous voulez, à l'erreur. Voilà. Merci. Et ceci, donc, maintenant, votre conclusion, c'est pratique et formation continue, qui doit être de rigueur pour tout praticien. Donc là, sans plus tarder, on va passer à la dernière communication avec Dr Serrir et les questions de débat concernant le laser en dentisterie esthétique. Et là, pratiquement, on n'a que droit à 5-10 minutes maximum de débat. Merci, docteur Serrir. Moi, je voudrais vous poser une question sur l'utilisation du laser chez les enfants lors de traitements ODF, lors des extractions des odontons. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, il y a les effets. Il y a les effets, bien sûr, et les réglages. Donc, on parle. Ici, on parle de biostimuler quelque chose. Donc, c'est un petit peu pour ne pas tuer le germe, voilà. Donc, la biostimulation en elle-même, donc, elle est d'une application de 1 minute, pas plus. Donc là, donc, de basse énergie, donc on parle d'énergie, donc on parle de puissance. C'est pour ça que je tiens à que les gens dominent les paramètres. Donc, vous voyez, donc, en ODF, ça agit au niveau cellulaire. Là, je n'ai pas voulu un petit peu rentrer dans les détails au départ parce que ça va dans ma spécialité un petit peu, c'était la photobiomodulation. Donc, quand en ODF, je peux stimuler un petit peu parce que j'agis au niveau des mitochondries, au niveau cellulaire. Donc là, quand j'utilise la photobiomodulation, donc je transforme l'ADP en ATP, donc c'est au niveau des enzymes. Donc là, il y a une lumière il y a un choix dans la membrane corticale, dans le complexe 4 et le complexe. Donc il y a chaque lumière, c'est pas toutes les lumières. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment connaître les paramétrages. Quelle longueur d'onde? Cette longueur d'onde, quand elle va agir au niveau cellulaire, comment elle agit, physiologique. Donc c'est là. Donc si on agit au niveau énergétique, donc on a gagné du temps. Donc on gagne du temps au niveau cellulaire. Donc là, on stimule. Donc on stimule un petit peu les fibroblastes qui vont après le collagène et qui vont aller jusqu'à l'osseoinduction. Donc ça a été démontré par la littérature et des confrères qui ont publié ça dans le PubMed. Donc, et voilà, donc là le laser, il n'est plus thermique, on ne parle plus de thermique. On parle de gagner du temps, par exemple, au niveau de l'ODF. Au lieu de passer, je gagne parce que j'accélère l'induction de l'ostéogenèse. Donc là, donc, on parle de basse énergie. On ne parle plus de chirurgie, on ne parle plus de bactéricides, on ne parle plus de... Donc là, au niveau pédiatrique, là, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau énergétique? C'est la lèvre inférieure. Quand on a comment on appelle ça, le frein labial. Là, on utilise, mais il faut faire très attention. Là, quand vous utilisez pour le frein labial, vous mettez des glaçons juste en dessous. Donc, il faut agir rapidement. Voilà. Vous tirez, c'est limpide. Donc, il ne faut pas aller jusqu'à 2 watts parce que c'est... Moi, j'ai démontré ça en Italie, j'ai coupé un frein à 8 watts. Donc, ils sont restés étonnés parce que là, je savais ce que je faisais. Donc, j'ai agi au niveau des fibres. Ce n'était pas un couteau que j'ai pris. Donc, je savais ce que je faisais. Donc, j'ai tiré bien. Il y avait une consoeur qui m'a donné un coup de main parce qu'elle était parodontologiste. Donc, j'ai un petit peu... Voilà.
Donc elle m'a montré, tu vas par là, par là. Moi, je savais ce que je faisais, les tissus ciblés. Donc elle tirait, donc c'est chaque fibre, je fais. Donc j'ai coupé à 8 watts. Donc là, pour la sécurité des enfants, je mets quelque chose de glacé en dessous. Donc quand je tire mon lait, ma langue, je fais. Donc il faut faire attention au paramétrage. Donc je fais de la biostimulation, la photobiomodulation d'actualité. Voilà, c'était ma thèse. Et il y a bactéricide et pour couper. Voilà, donc il faut bien maîtriser les paramètres. Excusez-moi, docteur Selir, je voudrais juste vous poser, s'il vous plaît, 2 petites questions. D'abord, non, c'est des questions-réponses. D'abord, pour le peeling, est-ce que vous le faites sous anesthésie ou pas? Légèrement, oui, parce que c'est thermique quand même. C'est thermique. D'accord. Mais on peut avoir des lasers un peu qui absorbent la mélanine. Donc c'est pour ça que je vous ai montré la courbe d'absorption, elle est très importante. Donc on redescend vers les 8-10, ça absorbe un petit peu la mélanine. D'accord, merci. Et la deuxième question, vous avez parlé du laser erbium qui, il est à 2940 nanomètres. Et vous avez parlé de la biostimulation ou bien l'effet ablatif. Est-ce qu'on peut programmer un laser et quel laser doit-on avoir dans notre cabinet qui peut être, pour un omnipraticien qui veut se lancer par exemple, quel type de laser vous lui conseillez? Je vous remercie. Regarde, c'est très bien. Donc pour abréger, donc pour nous, donc ça coûte trop cher. Donc c'est pour ça qu'on s'est branché un petit peu sur les diodes. Et on a toléré la chirurgie en diode. Mais sinon, il faut avoir les deux. C'est les 2 meilleurs lasers. Donc on a un erbium 2940 ou un 2780 qui est un erbium silicium, un 2780, donc nanomètre. Parce que je fais du tissu dur et je fais des tissus mous. Oui, je peux avoir un erbium, mais il coûte 1 milliard, entre 700 millions jusqu'à 1 milliard. Mais à côté, à 40-50 millions, j'ai un diode que j'apprends à couper. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut maîtriser. Il y a des patients, il y a des collègues qui m'appellent, ils me disent, voilà, j'ai carbonisé. Bien sûr, il carbone. Non, parce qu'il n'y a pas de formation. C'est la gestion. On a dit le paramètre praticien, paramètre patient. Quelle cible et bien sûr, le paramètre machine. Donc c'est... Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas faire un guide, parce que là, vous c'était l'expérience, mais je ne sais pas si... C'est la manipulation, la pratique. Donc, parce que là, avec les parodontologistes, on a l'habitude de faire des élongations, des refestonnages, mais là, on travaille en collaboration avec les pathologistes et les parodontologistes, où on fait un guide un guide chirurgical. Je ne sais pas pour le laser si ça se fait. Moi, j'ai fait la sonde parce que je sais combien je peux enlever. Je ne touche pas l'os. D'accord. Je vous remercie quand même pour le... Les deux à laser, ça serait bien. Mais quand même pour une dent vivante, donc on reste toujours... Je vous remercie beaucoup. Et vous comptabilisez combien la séance si vous achetez un laser à 1 milliard? 1 milliard, attention, n'oublie, attention, sur l'herbium, il fait, attention, il fait le tissu dur, donc on soigne l'émail, donc on est mini-invasif, donc on soigne et on laisse des effets là, en profondeur et la dureté donc même si on est en coiffage direct, on peut le faire avec l'herbium. Attention, là c'est pas thermique comme le... Merci beaucoup. Avant de clôturer, M. Selir, je voulais poser une question et vous n'êtes pas obligé de répondre. En fait, débat, on répond parce qu'on n'a pas le temps. De point de vue éthique et déontologique, est-ce qu'on a le droit de toucher la peau? C'est au débat, je vous invite au débat après. Je parle de déontologie parce que si on touche à la peau, on donne la main au Botox et on donne la main à autre chose. Quelle est notre situation comme médecin dentiste? C'est une question que je me pose toujours. Quelles sont les limites? Parce que l'arabe dit rahimallahu abdan
D'accord? Ça veut dire quelqu'un qui fait l'akhor, il passe au peeling, il passe au botox, il peut faire des lunettes, il peut faire des... D'accord? C'est pour ça, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu une demande d'ouverture d'un cabinet, d'un dentiste avec une esthéticienne. Donc ça, c'est aberrant. Oui. Oui. Oui, justement. C'est pour ça il y a à éviter. Il y a des trucs à éviter parce qu'il y a... Oui, vas-y. Par rapport au diplôme. Je peux répondre. Pour ce qui est de la nomenclature, on ne peut pas s'initier pour un spécialiste. On a des dermatologues qui font ça. Donc, on va pas. On est à l'intérieur de la bouche. Avant, on avait besoin d'un spécialiste pour enlever de l'os de la tête ou de la hanche. Maintenant, on est rentré dedans, on enlève mentonnier, on enlève ramique. Donc, nous, ce qui nous concerne, c'est la bouche. Ce qui se passe à l'extérieur, oui, on fait de la biostimulation non thermique, j'ai bien expliqué, avec l'ATP38 quand on fait chirurgie lourde, par exemple, une chirurgie lourde, c'est des LED, c'est plus des lasers. C'était ma thèse, c'était la différence entre les lasers et les LED. Là, les LED, c'est une lumière qui est différente. Voilà. Docteur Serir, moi je partage l'avis de mon confrère, professeur Rezouk. Effectivement, le problème qui se pose avec maintenant les interventions. J'ai reçu des dentistes qui viennent de s'installer au lieu d'aller dans la bouche, faire un travail convenable de dentisterie. Ils se sont spécialisés en esthétique et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, je vous remercie. C'est une dérive de notre profession, malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très fructueux. On s'excuse si on a un peu bousculé cette séance, mais barakallah fikum. Pardon. Donc là, actuellement, c'est visite en destin des Boss Café, plutôt, pardon, pause déjeuner. Et leur prise va être à 14h15. Ça va.